Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 2. La fin de vie et les soins palliatifs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Contre-plongée, le tout nouveau podcast de laïcité Brabant Wallon. Après un premier épisode sur le deuil où vous avez pu entendre l'entretien réalisé avec le philosophe Jean-Michel Longnot, nous allons nous pencher au cours de ce second épisode sur la thématique de la fin de vie, avec un focus particulier sur les soins palliatifs. Pour échanger avec nous autour de ces joyeux sujets tout au long de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Cambron. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice et formatrice au sein de l'ASBL Pallium, et Nathalie De Wallens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle assistance morale ici à l'AIC Brabant Wallon. Lors du choix du sujet de cette émission, nous sommes très vite tombés sur une interrogation de taille. C'est quoi les soins palliatifs ? Après une rapide recherche, nous comprenons très vite qu'en réalité ces soins sont un accompagnement, une échelle de paliers de douleur et de souffrance, d'où le terme palliatif, auxquels sont associés en parallèle les soins appropriés pour soulager les patients. Mais malgré ces différentes explications, le flou règne toujours sur ces soins plus que particuliers. Alors Dominique Cambron, tout d'abord je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que sont les soins palliatifs et alors nous proposer un rapide historique de ceux-ci ? Donc, la particularité des soins palliatifs, c'est que ce sont des soins qui sont globaux. Actuellement, dans la médecine, on travaille de plus en plus avec des personnes hyper spécialisées. On aura bientôt le chirurgien qui s'occupe du petit doigt. Et la particularité des soins palliatifs, c'est justement de prendre l'accompagnement de la personne en entier au niveau de son corps, mais aussi au niveau des aspects psychologiques de son corps. Donc, on est dans des soins globaux. En ce qui concerne l'historique, on est dans une science qui est très jeune, puisqu'on était pendant la guerre avec des bénévoles qui accompagnaient des personnes, des victimes de la guerre, pour qui on ne pouvait plus rien faire. La chirurgie avait fait tout ce qu'il fallait, mais les personnes étaient là avec leurs souffrances et souvent sans espoir de rémission. Et donc, on avait en général des personnes souvent chrétiennes, issues de la religion, qui arrivaient avec toute leur bonne volonté, toute leur bonne foi, et prenaient en charge justement ce confort. Et on comprend avec l'historique le fait qu'on prend en entier le confort de la personne, puisqu'on a commencé par cet accompagnement sans médicaments, puisqu'il n'existait pas d'antidouleur à l'époque. On ne parlait pas de morphine ni d'antibiotiques. Donc, on était vraiment dans un accompagnement global, mais uniquement du confort. Les premières lois, donc on a eu en Belgique d'abord des équipes de bénévoles, donc au niveau de la province, que ce soit Domus ou Pallium, on commençait avec des équipes de bénévoles, et les lois qui encadraient et qui officialisaient les soins palliatifs, elles sont arrivées en 2002. Là, on a la loi sur les droits du patient, on a la loi qui encadre l'euthanasie et la loi qui accompagne les soins palliatifs. Voilà, au niveau de l'historique, et donc on se rend bien compte que, d'ailleurs pour bien se rendre compte que c'est quelque chose de très nouveau, en fin de compte au niveau des hôpitaux, les spécialistes, l'orthopédiste, l'oncologue, ils ont une valorisation de spécialistes. Dans l'unité de soins palliatifs, le médecin qui est responsable de l'unité palliative, c'est un médecin traitant avec une spécialisation, mais qui n'est pas valorisé de la même façon. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est encore très nouveau. Oui, et donc aussi méconnu pour le grand public, parce que vous le dites, 2002, c'est il y a à peine 20 ans. Enfin, là, on a passé les 20 ans, mais donc ça reste relativement récent. Donc en fait, pour avoir une idée un peu plus précise de ce que sont les soins palliatifs sur le terrain, nous sommes allés rencontrer une médecin généraliste des équipes mobiles intra-hospitalières de soins palliatifs de la clinique du Bois de la Pierre de Wavre, également active, donc cette médecin à l'ASBL Domus, vous en avez parlé, une association qui promulgue des soins palliatifs à domicile. On l'écoute tout de suite. Pour Domus, les deux médecins ne travaillent pas sur le terrain. Donc on donne des avis, soit on est interpellé par l'équipe soignante, soit on est interpellé par l'infirmière de deuxième ligne qui travaille chez Domus.
soit on est interpellé par le médecin qui s'occupe du patient et voilà, on essaye de travailler avec eux pour partager l'expérience qu'on a en soins palliatifs et donner les meilleurs conseils pour la prise en charge, donc toujours évidemment du patient, de la famille et de l'équipe qui est au chevet du patient. Et alors, quel est votre quotidien en fait à travers l'équipe mobile? Comment ça se passe? Tout comme chez Domus, on a une réunion par semaine. Et puis là, on évoque les différents patients, les difficultés, voir en quoi on peut être utile pour le patient, pour l'équipe et pour la famille. Et soit on est interpellé pour une question bien précise, qu'elle soit médicale, qu'elle soit psychologique, sociale, éthique, philosophique, enfin tout ce que vous voulez, et on essaye d'aider en tout cas les personnes qui gravitent autour du patient et de leur donner les meilleurs conseils. Il y a toujours un début et une fin dans la vie, on va tous y passer, donc c'est sûr que les soins palliatifs, ça fait partie de chacun et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas à un moment donné dans le parcours de vie de quelqu'un des soins palliatifs. Donc voilà, alors on l'espère le plus doux, on l'espère le plus court, mais à la fois, voilà, ça fait partie de la vie. On l'entend ici, les médecins en soins palliatifs, tout comme le reste de l'équipe médicale, a une mission, faire que le patient puisse finir ses jours de la manière la plus douce. À la clinique du Bois de la Pierre de Wavre, une petite unité de 6 lits ne peut pas accueillir tout le monde, donc Domus est essentiel sur le terrain. Dominique Cambron, pouvez-vous nous expliquer quel est le lien qui existe entre Pallium et Domus et surtout comment cela se passe sur le terrain ? Alors, sur le terrain, comme le disait le docteur, on parle d'accompagnement première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. C'est important de comprendre que quand un patient est dans ce parcours de fin de vie, il y a tous les gens qui gravitent autour de lui, qui viennent faire les soins quotidiens. Ça, c'est ce qu'on appelle la première ligne. C'est important parce que souvent, les personnes sont un petit peu perdues quand on parle de ligne et puis qu'on a des infirmières qui viennent tous les jours et puis on parle de maître Domus. Domus va intervenir en deuxième ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont venir soutenir les soignants. Ils ne vont pas intervenir dans toutes les situations palliatives, mais ils vont soutenir les soignants s'il y a quelque chose de spécifique, s'il y a quelque chose qui nécessite une expertise, puisque ce sont des infirmières qui ont cette expertise, avec, comme on a entendu le docteur, un médecin qui est toujours de garde, qui connaît les dossiers. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une deuxième ligne. C'est pas la personne qui sera présente au quotidien, mais c'est la personne qui va encadrer avec une expertise, avec un regard bien plus pointu pour que le confort soit maximum. On parle aussi de troisième ligne. Quand on parle de troisième ligne, on en arrive alors à Pallium. Pallium, ce sont uniquement des psychologues qui ont à la fois un rôle d'accompagner au niveau psychologique les patients, toujours au niveau du domicile, et le domicile, ça comprend aussi la maison de repos et les institutions. C'est la même chose pour Domus, puisqu'on a bien dit qu'il y avait que 6 lits au niveau de Wavre. D'ailleurs, pour la province, en tout, on a 12 lits en unité palliative, 6 lits à Ottignies et 6 lits au Bois de la Pierre. Pallium, avec les psychologues et les formateurs, s'occupe à la fois du confort psychologique de la personne, mais je dis physique parce qu'en fin de compte, on est dans de la collaboration et ça fait un tout. On ne va pas couper les choses dans l'accompagnement du patient, on va vraiment travailler dans une globalité. Et parfois, la psychologue va intervenir parce que peut-être que de l'hypnose pourra aider la personne à gérer ses douleurs ou à mieux appréhender différents traitements. Donc, Pallium et Domus, automatiquement, si on se souvient que les soins palliatifs, ça fait un accompagnement global, cette collaboration est évidente et indispensable. On parle de la troisième ligne quand on en revient aux missions de Pallium, qui sont aussi des missions de formation. Donc, dans le décret de 2002 là, qui encadre les soins palliatifs, on dit que les plateformes de concertation en soins palliatifs, c'est important de retenir plateforme de concertation en soins palliatifs, parce que si vous cherchez Pallium ou Domus dans les autres provinces, vous n'allez pas trouver. Vous allez trouver équipe de soutien de deuxième ligne ou plateforme de concertation en soins palliatifs. Nous, comme on a un passé
de bénévoles, d'ailleurs un peu chrétiens quand on se rend compte du titre, alors que maintenant on est tout à fait pluraliste, ça c'est important de bien le rappeler. Donc au niveau de Pallium, on va aussi devoir donner des formations. Normalement, on doit donner des formations continuées pour tous les soignants, donc les éducateurs en institution, les infirmiers, les aides-soignants dans les maisons de repos ou au niveau du domicile. Et l'autre mission que nous avons, c'est aussi d'optimaliser les soins palliatifs. Alors, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais l'optimalisation des soins palliatifs, c'est que tous les outils permettent de donner le confort maximum à la personne. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parlera de l'accompagnement des déclarations anticipées. Ok. Et donc, un autre point important, c'est celui du deuil. Comment est-ce que vous, à Pallium, vous encadrez cela ? Okay. C'est important de revenir sur la loi en 2002. Elle dit aussi que les soins palliatifs, ça commence bien avant la fin de vie. Et ça englobe, et ça c'est vraiment spécifique aux soins palliatifs, on ne retrouve pas ça en oncologie ou ni en gériatrie, c'est qu'on accompagne aussi les personnes dans le deuil. Maintenant, les équipes, en fin de compte, donc on est payé au niveau de l'AVIC, et le nombre de psychologues ou d'infirmiers qu'on a, c'est en fonction du nombre d'habitants dans la province. Donc pour la province du Brabant wallon, avec 400 000 habitants, un peu plus, on a 5 mi-temps psychologues, et donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas accompagner toutes les situations de deuil, on ne peut pas accompagner longtemps, et donc on doit alors créer des collaborations avec d'autres partenaires dans la province pour qu'il y ait une continuité dans l'accompagnement de la personne. Oui, donc une collaboration comme par exemple avec nous, l'AICT Brabant Wallon, et donc là je me tourne vers vous, Nathalie de Wallens. Je le rappelle, vous êtes coordinatrice ici au pôle assistance morale, donc à l'AICT Brabant Wallon. En quoi est-ce que vous permettez justement également une forme d'information, aussi d'encadrement du deuil, main dans la main avec Pallium ? Mais tout d'abord, donc l'AICT Brabant Wallon organise tout d'abord des cérémonies laïques de funérailles qui sont très importantes justement dans l'amorce de ce processus de deuil. Ce sont des cérémonies en fait qui sont personnalisées et surtout qui doivent faire sens pour les personnes, pour les proches. Et notamment pour qu'elles fassent sens, elles doivent aussi leur permettre de pouvoir exprimer leurs sentiments, leurs ressentis et de surtout de s'autoriser à faire ce qu'on a besoin de faire. Alors ça peut être une cérémonie dans un jardin, ça peut être un acte symbolique un peu spécial ou personnel, mais c'est très important de pouvoir s'autoriser et de le faire. Et donc nos officiants et nous accompagnons ces personnes dans ce moment-là. Aussi, nous allons bientôt là, mettre sur pied les ateliers entre nous du deuil. En fait, on s'est rendu compte que quand on est en deuil, souvent ce qui est difficile, c'est de parler de son défunt, entre guillemets, de pouvoir s'autoriser à s'en parler. Déjà parce que la personne en deuil, parfois, n'ose pas en parler pour ne pas mettre mal à l'aise les autres personnes et vice-versa. Et donc, pour finir, on n'en parle pas. Et quand on est en entretien avec des personnes en deuil, quand on commence à parler de la personne défunte, on voit tout de suite le visage qui s'illumine et ils peuvent parler, de dire qui il était. Et donc, dans ces ateliers entre nous, ça va être ça. Donc, les ateliers entre nous du deuil, ça va être de pouvoir parler de son défunt, au travers, bien sûr, d'activités créatives et parfois même ludiques. Ce sont des petits groupes, ce seront de très petits groupes, ce sera 3 personnes, ce sera 3 fois 3 heures, mais voilà, ce sera, je pense, je ne sais pas. Je pense que ce sera bien. Donc, ça serait une bonne expérience. Ce sera une très belle expérience et donc on pourra pouvoir offrir ces ateliers. Aussi, nous allons construire en collaboration avec Pallium une formation qui s'appelle « Construire et animer un rituel », donc une cérémonie d'au revoir en fin de vie, justement pour permettre cette créativité.
Donc voilà. Si on en revient à la définition des soins palliatifs, c'est assez intéressant, vous l'avez souligné, Dominique Cambron. Donc c'est se diriger plus sereinement vers la fin de vie lorsqu'on parle du patient, et surtout avec dignité, mais également avec de la manière la plus douce possible par rapport aux proches. Cela ne passe pas simplement par une série de soins, mais bel et bien également par d'autres choses comme les déclarations anticipées. Donc Dominique Cambron, je me retourne vers vous. Avec Pallium, à quel niveau vous prenez en charge les déclarations anticipées ? Les déclarations anticipées, ça fait vraiment partie de l'histoire de Pallium, parce que tout au début de Pallium, les psychologues se rendaient compte, quand elles accompagnaient des fins de vie où les patients avaient eu l'occasion de parler avec leurs proches ou les soignants de ce qu'ils souhaitaient comme traitement, mais qu'en général, ces fins de vie étaient plus sereines, la communication était plus positive, parce que souvent les fins de vie, ça peut entraîner des tensions, vraiment des problèmes ou comment se mettre au niveau du patient et être tous d'accord par rapport à ce qui est bien ou pas bien pour le patient. Quand le patient a eu l'occasion d'en parler à l'avance, c'est bien plus simple de s'accorder. Alors, ce constat était très bien. Par contre, les psychologues se disaient, mais il y a très peu de gens qui en parlent. Donc, on devrait peut-être, nous, dans nos missions, aborder ce sujet et encourager les personnes à réfléchir à l'avance. Mais d'autre part, c'est compliqué parce que parler de la mort, parler de qu'est-ce qu'on a besoin comme traitement, c'est quand l'aborder, comment l'aborder, avec quels mots. Et d'où ce projet de reprendre les déclarations anticipées qui sont dans la législation et d'essayer d'en faire un document. Là, naturellement, il a fallu chercher des soutiens financiers et on a eu la grande chance d'être soutenus pendant des années par la Fondation Roi Baudouin qui nous a vraiment aidés financièrement et aussi grâce à tous ces contacts juristes, scientifiques et tout ça, de construire un document, le PSPA, qui soit le plus pratique possible pour les patients. Et au niveau de ce document où on en est maintenant, c'est que grâce à la Fondation contre le cancer qui vient d'intervenir sur les 2 dernières années, ce document va être distribué dans toute la région francophone. Donc il sera disponible au niveau de toutes les plateformes de la région francophone et chez les médecins généralistes. Et donc ça permettra aux personnes qui le désirent de remplir leur projet de soins personnalisé et anticipé. D'où PSPA. Donc PSPA, projet de soins personnalisés et anticipés. Et donc pour revenir sur les déclarations anticipées, donc en Belgique on en a 5 types. Donc la première, le refus de soins ou non-acharnement thérapeutique, une autre sur l'euthanasie, une autre également sur le don d'organes, un sur le don du corps à la science et la dernière sur les dernières volontés en matière de sépulture et d'obsèques. Je me retourne vers vous, Dominique Cambron, peut-être pour nous expliquer pourquoi celle de l'euthanasie est très importante. Alors ça étonne encore parfois certaines personnes, mais on est tout à fait pluraliste, on est subsidié au niveau du fonctionnement des soins palliatifs et l'euthanasie fait tout à fait partie des accompagnements qu'on peut faire dans le cadre de notre quotidien. Donc c'est clair que dans le projet de soins personnalisés et anticipés, on va à la fois aborder les traitements qu'on ne souhaiterait pas avoir, qu'est-ce qui a du sens pour moi au niveau des choix de fin de vie, où est-ce que je désirerais résider, jusqu'où j'ai envie dans les traitements, puisqu'on peut proposer de plus en plus de traitements, et est-ce que éventuellement je désirerais à un moment pouvoir bénéficier de l'euthanasie, parce que pour moi, la vie n'aurait plus de sens. Et à ce sujet-là, on insiste souvent parce que, comme vous l'avez dit, il existe en effet les déclarations anticipées d'euthanasie. Et donc les personnes ont cette impression, cette croyance que quand elles complètent ces déclarations anticipées d'euthanasie, eh bien c'est fait. D'ailleurs, elles disent souvent, mais mes papiers sont en ordre, je les ai enregistrés à la commune, il y avait les témoins, j'ai bien rempli le papier officiel. Et quand ils sont en situation d'une maladie avancée ou d'une situation de vie où vraiment là ça n'a plus de sens, ils ressortent leur papier en disant, voilà docteur, maintenant moi je voudrais l'euthanasie.
Et ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça, parce que ces déclarations anticipées, si on les lit correctement, elles ne sont en fin de compte valables que si je suis en situation de coma irréversible. Et donc, en Belgique, on a 0,6% seulement d'euthanasie qui sont faites de cette manière-là, avec ces déclarations anticipées. Et si je me retrouve dans une situation de cancer ou de n'importe quelle autre maladie et que je désire activer ma demande d'euthanasie, eh bien je vais devoir écrire un courrier, je vais devoir avoir l'accord de mon médecin, et il y a toute une procédure à suivre. Donc cette déclaration anticipée ne change rien par rapport à ma fin de vie, c'est uniquement si c'était une situation accidentelle qui me met dans le coma. Et donc qu'on n'ait plus l'entièreté au final de ses esprits au moment de la décision. Non, parce que souvent alors les personnes associent coma irréversible à perte cognitive aussi. Et ben non, si je me retrouve en maladie d'Alzheimer et que je ne sais plus exprimer, écrire, que je ne suis pas tout à fait conscient de mon choix, je ne peux pas bénéficier de l'euthanasie. Si je veux bénéficier de l'euthanasie dans une situation d'Alzheimer, je dois prendre cette décision tout au début de mon diagnostic, quand j'ai encore toutes les facultés de pouvoir, d'attester, que le psychiatre puisse attester que j'ai bien toute ma conscience pour prendre cette décision. Et donc, à l'AICT Brabant Wallon aussi, nous communiquons sur les déclarations anticipées. Donc, Nathalie de Wallens, de quelle façon est-ce que vous communiquez là-dessus ? Oui, donc bien sûr, il y a toute une série d'informations sur notre site internet. Je réponds aussi quand on reçoit des demandes plus particulières aux questions, mais surtout, je relais vers nos partenaires, vers Pallium bien sûr, et d'autres partenaires, quand ce sont des demandes particulières concernant les choix de fin de vie. Et donc, pour parler plus amplement de la fin de vie, l'AICT Brabant Wallon organise la Semaine Mortelle qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre. Durant cette semaine, nous aurons l'occasion de parler du deuil, de l'euthanasie et de la fin de vie en général, lors de différentes activités comme des ateliers entre nous du deuil, un café mortel ou plusieurs cafés mortels même, des conférences ou encore une projection de films. Pourquoi, Nathalie de Wallens, est-ce aussi important de se pencher sur ces thématiques de fin de vie et de les aborder de manière dédramatique ? Je pense que c'est très important de pouvoir aborder donc notre fin de vie, notre finitude en fait, parce que dans la société actuelle, on a l'impression qu'on est immortel. Jusqu'à présent, je pense que c'est pas encore le cas, et qu'on ne sait plus faire. On ne sait plus faire avec cette culture-là qu'on avait entre guillemets de la fin de vie. On ne sait plus quoi dire à quelqu'un qui est en situation de fin de vie, on ne sait plus quoi dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche, on ne sait pas quoi faire, on n'ose pas. Et donc on a perdu un peu cette culture-là de la mort, et puis aussi on pense qu'on doit absolument mourir à l'hôpital ou dans une maison de repos. Non, on peut encore mourir chez soi. Oui, il y a encore plein de choses qu'on peut faire, et on pense que tout ça est obsolète. Non, il faut revenir à une culture, entre guillemets, de la mort. Et je ne sais plus qui a dit, je pense que c'est Grand Corps Malade, je pense, qui a dit que parler de la mort ne nous fera pas mourir. Donc voilà. Donc au contraire, on mourra peut-être mieux. Voilà. En parler en tout cas avec plus de légèreté, c'est assez important. Tout à fait. Oser en parler. Et donc je me tourne également vers vous, Dominique Cambron. Pourquoi c'est important de communiquer sur la fin de vie, que ce soit à Pallium ou à LBW ? D'abord, au niveau du décret qui finance les plateformes et qui décrit les missions, l'accompagnement du deuil est tout à fait primordial, puisqu'il n'y a pas d'autre endroit au niveau de la médecine où on va accompagner le deuil. Et pour accompagner le deuil, il faut connaître la personne, lui donner la possibilité de s'exprimer, ou de pas. Il y a des personnes qui ne désirent pas s'exprimer, qui ne désirent pas faire des déclarations anticipées. Mais alors nous, ce qu'on dit, c'est que la façon dont le deuil va être travaillé, ça va permettre aux proches, à ce moment-là, de mieux vivre le deuil. Donc si ça n'a pas de sens
pour le patient. Ça arrive que certains patients vont mourir en se battant contre la maladie et que c'est là qu'ils mettront leur énergie. Pour les proches, c'est vraiment important de remettre du sens dans ce qu'ils vont mettre au niveau de la cérémonie, au niveau des gestes qu'ils vont poser. Ça leur permettra de vivre un deuil plus paisible. Et donc les psychologues qui accompagnent le deuil, ça fait partie de leur mission. Et cette collaboration sur le travail au niveau des cérémonies est hyper importante, puisque ça, par contre, on ne peut nous pas le faire. Nathalie de Wallens, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Et donc, je reviens là-dessus sur l'importance des cérémonies, sur l'importance de donc que ça ait du sens pour les personnes, et donc d'oser être créatif et d'oser passer au-dessus de oui, on faisait comme ça, ou est-ce que souvent j'entends j'aimerais bien faire ça, mais je n'ose pas, ou vous croyez qu'on peut faire ça ? Bah oui, on peut. On peut, et on mettra tout en place pour que cette cérémonie et cette amorce du deuil se fasse de manière la plus sereine et la plus personnalisée possible. Voilà. Et donc, peut-être pour boucler tout doucement cette émission, j'aimerais vous soumettre une petite question à toutes les deux. Donc, l'année 2024 est une année de super élection en Belgique, donc fédérale, régionale, communautaire et européenne, mais aussi communale. Ça fait beaucoup. Pour vous, Dominique Cambron, si vous voulez faire passer un message à nos futurs représentants et représentantes, quel serait-il ? Il y a différentes problématiques. On est vraiment dans une crise pour le moment au niveau du secteur des soignants. On parlait de crise Covid et on nous avait donné des renforts pendant la crise Covid. On a eu trois psychologues mi-temps là en plus qui sont renouvelés chaque année. Mais en fin de compte, pour nous, on est toujours dans la même crise au niveau des soins pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de fin de vie. Et il y a un manque dramatique d'accompagnement, il y a un manque dramatique de personnel. Et nous, qui nous accompagnons, on s'occupe des patients, on a beaucoup parlé de ça, mais on s'occupe aussi des soignants. Et donc, on a maintenant, depuis plusieurs années, une augmentation énorme de souffrance chez les soignants qui se retrouvent en situation de burn-out et qui n'y arrivent plus. Et donc, on doit donner du temps pour les soignants, pour qu'ils puissent bien s'occuper des personnes. Et on est tous, en fin de compte, en manque d'effectifs terribles. Donc, il faut pouvoir reconnaître cette difficulté et avoir un travail de fond au niveau du secteur des soins, en tout cas en fin de vie. Ceux qu'on ne parle pas, ceux qui ne sont pas avec une extraordinaire molécule qui va guérir le cancer, c'est un peu des soins qui se passent dans l'ombre, les soins palliatifs. Mmh. Bah oui, c'est également ce que j'ai ressenti en allant interviewer la médecin qui me disait que oui, c'était très très difficile de s'en sortir parce qu'il y avait des périodes où c'était relativement calme et donc les Cilis suffisaient et les effectifs étaient tout à fait suffisants, à des périodes beaucoup plus chaudes où là c'était pour reprendre ces mots, la dèche. Donc je me retourne vers vous, Nathalie de Wallens. Si vous aviez également un message à faire passer à nos futurs représentants et représentantes, quel serait-il ? Moi, je dirais de peut-être reconsidérer les personnes en deuil. Il y a eu une petite avancée là, où on a permis quelques jours de congés supplémentaires si on perd son papa, sa maman ou un enfant. C'est pas suffisant. Ce serait peut-être de permettre d'avoir justement des espaces pour pouvoir parler de ce qui se passe en nous et surtout donc quand on perd quelqu'un et permettre que ce deuil soit plus exposé, que ce soit pas quelque chose qu'on cache et qu'on ait honte et que voilà. Donc peut-être des espaces et de l'information. De l'information, c'est quoi le deuil ? Parce qu'en fait, les gens savent pas, on sait pas. Et comment accompagner une personne en deuil, un collègue, un ami, tout simplement. Si on avait un peu plus d'infos, peut-être que ce serait plus simple aussi. Je rappelle néanmoins que la semaine mortelle de l'AICT Brabant Wallon aura lieu du 30 octobre au 2 novembre dans différents endroits du Brabant Wallon et vous pourrez évidemment retrouver toutes les infos sur notre site internet calbewe.be. Je remercie chaleureusement mes deux invités du jour, Dominique Cambron et Nathalie de Wallens, pour leur présence et leurs réponses. Je remercie également l'équipe des soins palliatifs de la clinique du Bois de la Pierre de Wavre pour leur accueil. Je remercie tout autant nos auditeurs et auditrices pour leur écoute de ce deuxième épisode du tout nouveau podcast de l'AICT Brabant Wallon et à très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Plongée. Bonne journée.